Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Je remercie Ludovic pour son invitation. Et puis, je voudrais d'abord, pour commencer, vous annoncer qu'il y a deux mots qui sont sans doute les synthèses des 3 journées que vous allez passer et que vous avez passées ensemble. D'abord, je pense qu'il faut collectivement changer de paradigme. J'ai bien compris que ça a été un des vrais sujets débattus depuis le début de ces ET15. Et puis, d'abord, on change de paradigme, mais ensuite, il faut avoir une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale. Et quand on a dit ça, on a l'air très intelligent, mais on n'a pas dit grand-chose. Mais je voulais quand même vous en faire part, pour au moins avoir l'air intelligent, peut-être le temps de 15 secondes devant vous, dans la salle cet après-midi. Ce matin. Je suis un peu au décalage horaire, excusez-moi. Alors, j'ai un peu écouté tout ce que mes camarades ont dit. Alors, je voulais d'abord remercier Sébastien, qui est devenu Augustin. Je voulais remercier Laurence. Je voulais remercier Jean-Pierre, qui est devenu Paul. Et puis Amélie, qui est restée Amélie. Et j'ai finalement cinq sujets qui m'intéressent et je voulais vous en faire part. D'abord, aujourd'hui, c'est un chiffre, un nombre qui m'intéresse, c'est le 15. Le 15, quand Ludovic m'a proposé de venir intervenir devant vous, je me suis dit, tiens, ET15, donc c'est les 15e rencontres. Il n'y a pas de hasard, 15 minutes chrono. Donc on est placé sous ce signe 15, on est le 18 et on n'est pas le 15. Donc ça sentait un peu le coup fourré de la part de Ludo. Et puis après, je me suis dit, je vais me souvenir de mes souvenirs de ma classe de mathématiques. 15, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. 18, ça fait 1 plus 8, 9. Si vous inversez le 9, ça fait 6. Enfin, il y a un lien extrêmement logique. Donc finalement, on est vraiment dans le 15. Le 15, c'est tout simple en mathématiques. Si vous additionnez les 6 premiers nombres entiers, vous arrivez à 15. Les 3 premiers nombres impairs, 3, 5, 7, vous arrivez aussi à 15. Bref, vous avez un truc absolument incroyable. Et puis en matière de tourisme, le 15, c'est le numéro de téléphone du SAMU, ça peut servir. Bon, le SAMU social, c'est le 115. Ça sert moins souvent, mais ça peut toujours servir en fonction des visiteurs. Éventuellement, Paul en a parlé tout à l'heure pour le surtourisme. C'est le numéro aussi du département du Cantal. S'il y a des gens du Cantal, je les salue. Et puis, c'est surtout, pour ceux qui travaillent dans l'hébergement, le 15, c'est le nombre de personnes qui définissent finalement un ERP, un établissement qui reçoit du public. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir plein d'emmerdements, n'est-ce pas, Jérôme? Donc, ça veut dire qu'on se pose plein de questions avec ce 15. Et puis, finalement, quand on parle du 15, on parle aussi de l'accès au PMR. Personnes à mobilité réduite. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Et vous, ça va? Est-ce que vous êtes des personnes à mobilité réduite? Quand on vient à Pau, est-ce qu'on a la sensation, quand on prend le TGV, 4h30? Donc on est une personne à mobilité un peu plus réduite que quand on prend l'avion, comme moi. Je suis un horrible voyageur en avion. Et au-delà de ça, je me suis dit, tiens, et vous, ça me donne quelques idées. Parce qu'on a beaucoup parlé de statistiques qui influencent la décision publique. Et Paul l'a dit tout à l'heure, on est dans des situations de sous-gestion, donc ça veut dire qu'on a des problèmes de gouvernance. Donc je me suis amusé à reprendre une petite définition qu'on voit chaque année dans le Memento du tourisme, qui est notre Bible collective, et qui définit un certain nombre de classes. Donc je voulais vous poser cette question, mais ça va être un peu long, mais aujourd'hui, finalement, vous êtes tous des voyageurs, au sens de la statistique publique, en France. Est-ce que vous êtes des visiteurs ou des autres voyageurs? Est-ce que dans les visiteurs, vous êtes des touristes, des excursionnistes? On pourrait s'amuser à poser la question, puis ça influencerait sacrément la politique publique ici, à Pau, parce que pendant ces 3 jours, on est en situation de surtourisme à Pau. Donc ça veut dire qu'il y a un engorgement absolument total des infrastructures hôtelières, des infrastructures de restauration. Éventuellement aussi, il y a une surconsommation peut-être d'alcool, notamment la nuit, mais ça, on n'en parlera pas de ce matin devant cette auguste assemblée. Donc, le 15, petite statistique, savoir qui vous êtes, on fera peut-être le sondage. Et puis surtout, ça m'a donné envie de me poser un certain nombre de questions. Et la première, c'est finalement la France. Ce pays absolument magnifique. Certains savent mon goût pour ce pays qui est la fille aînée de l'Église. Tout le monde le sait, dans l'histoire, qui est la patrie des Lumières. Et puis quand on voyage un peu dans le monde, on a un président qui a dit il y a quelques années, c'est « Make the planet great again ». Donc ça veut dire qu'on attend en France que le monde nous écoute.
Et quand on voyage, la voix de la France est un petit peu, disons, dispersée, diluée, où finalement tout le monde se fout de notre avis. Mais la France, ce qui est formidable, c'est que c'est, et on a le plaisir de l'évoquer fréquemment, c'est la première destination touristique mondiale. Et dans le fond, ben moi j'ai l'intérêt de penser, j'ai envie de vous la faire partager, on s'en moque royalement que nous soyons la première destination touristique mondiale. Et Paul l'a souligné tout à l'heure, ça veut dire qu'on a un vrai problème en France. On est partagé entre cette culture quantitative, qui nous pousse à sortir des statistiques, et tout le monde sait que les statistiques, ce sont des éléments faussés dès le départ, qui mesurent des situations obsolètes, avec des critères qui sont forcément incomplets. Donc les statistiques, on s'en moque très largement. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que la France définit un certain nombre de ses politiques publiques. On est en situation totalement paradoxale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de croissance à l'échelle du monde, plus de 4% par an de fréquentation touristique internationale, donc c'est une augmentation depuis 1950. Donc on s'attend à ce qu'on reçoive dans ce pays plus de 4% de touristes internationaux chaque année. À ce rythme-là, en 2050, ce ne sera pas 100 millions, c'est déjà trop tard, ce sera 160 millions de visiteurs internationaux qui viendront en France. Est-ce que nous y sommes prêts ? Est-ce qu'on est prêt à cette situation de surtourisme potentiel ? Donc ça veut dire, et là je rejoins un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure, ça veut dire que pour l'instant on vit une époque de sous-gestion. Donc vous avez une sorte de paradoxe entre le préfixe « sur » qui, d'un point de vue étymologique, c'est du latin, ça veut dire « super ». Donc on est dans du surmarketing, de la surconsommation, de la surproduction, etc. Et puis en face, on est dans de la sous-gestion, de la sous-planification, de la sous-préparation. Bref, on est dans une situation de rareté dans la préparation, alors que dans le fond, on est dans une économie de l'abondance. Ce qui fait que nous sommes dans un paradoxe total. Et la France, de ce point de vue-là, est un peu un pays totalement inorganisé. Alors je m'attendais à vous parler d'un côté de Hyperloop, comme disait Ludovic il y a encore quelques semaines au téléphone, et puis de l'autre, je m'attendais à parler avec Jean-Pierre de la production de foie gras, etc. Donc j'ai revu un petit peu mes classiques, et puis je voulais simplement vous faire partager une opinion que j'ai. C'est la vision du futur, puisqu'avec Hyperloop, on se projette dans l'avenir. C'est formidable, c'est une infrastructure totalement dédiée. Alors, on n'a pas parlé du coût de l'infrastructure tout à l'heure. Moi, je vais vous donner une anecdote personnelle. J'ai un oncle qui a travaillé sur un projet qui s'appelait l'aérotrain. Vous voyez encore les rails. Il y a 18 km au nord d'Orléans de l'aérotrain qui est un train en suspension magnétique. Ça n'a pas fonctionné. On a choisi le TGV. Donc, quand on décide d'un projet technologique, bien sûr, il faut décider de son financement, de son coût. Et chaque époque a sa vision d'avenir. Aujourd'hui, on parle de l'Hyperloop. Demain, on parlera peut-être d'autre chose. Si on regarde, par exemple, en 1900, comment on imaginait l'an 2000. C'est formidable de regarder ça. C'était l'époque de l'exposition universelle. En 1900, on imaginait qu'en 2000, les pompiers seraient des pompiers volants. Vous avez plein d'illustrations autour de ça. On imaginait, par exemple, un train électrique entre Paris et Pékin. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore tout à fait fait. Donc ça veut dire que la vision qu'on a de la France, de sa réalité quotidienne et de son évolution et de sa projection dans l'avenir, c'est une vision encore, bien sûr, totalement incertaine. La quatrième idée, c'est quelque chose dont je suis convaincu, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, et ça m'inspire une lecture de Louis Aragon. Vous vous souvenez, Louis Aragon, un poète communiste, qui a écrit beaucoup de romans, Le Fou d'Elsa par exemple, qui a fini sa vie dans son moulin, avec quelqu'un qui a chanté, Jean Ferrat. Et moi, quand j'étais enfant, ma mère écoutait ça, La femme et l'avenir de l'homme. Et donc, le propos d'Amélie, c'est quelque chose dont on est tous et toutes convaincus. C'est la quatrième idée, la femme est totalement l'avenir de l'homme, et notamment dans les activités touristiques. En France, il y a 34,6 millions de femmes. Donc ça veut dire plus de la moitié de la population française est composée de femmes. La femme, en France, même si c'est la moitié de la population et un peu plus, c'est traditionnellement, comme dans beaucoup de civilisations méditerranéennes, c'est peut-être un être humain encore un tout petit peu à protéger
et il faut encourager, bien sûr, l'émergence du pouvoir féminin. Je rappelle simplement que le droit de vote des femmes en France date de 1945. Je ne veux pas comparer avec le Canada, puisque le droit de vote au Canada, je relis mes petites notes, c'est en 1918. En Belgique, c'était en 1919. Et en Turquie, pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'était en 1930. Donc on a structurellement, historiquement, beaucoup de retard dans le droit des femmes en France. Si on regarde spécifiquement l'activité du tourisme, dans les agences de voyage, il y a plus de 80% de salariés qui sont des femmes. Il y a une enquête tout à fait intéressante d'Eurostat qui prouve que les femmes en Europe ont des rémunérations inférieures de 15% à statut égal aux hommes. Toujours le 15. Tu vois, il n'y a pas de hasard, Ludovic. Et donc, moi, je vous propose, c'est une expérience que je vous propose, parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'expérience depuis quelques heures et depuis quelques jours ici. Je vous propose qu'on ait tous une expérience féministe. C'est-à-dire, est-ce qu'on serait tous capables, aujourd'hui, de se dire qu'à partir du 6 novembre prochain, qui statistiquement est la date à laquelle les femmes travaillent pour ne plus gagner d'argent chaque année. Donc, est-ce qu'on est capable de se dire, à partir du 6 novembre prochain, le monde du tourisme va être totalement en avance par rapport aux autres, et les hommes vont verser la moitié de leur salaire à un fonds qu'on pourrait créer, le fonds du soutien au féminisme du monde du tourisme. Sacrée expérience, et on serait totalement en avance par rapport à d'autres secteurs d'activité. Je n'ai pas entendu tous les hommes applaudir. Ça montre peut-être un peu de frilosité et peut-être un peu encore ce vieux fond de misogynie latent dans ce pays. Mais bon, on n'en parlera pas ce matin, sinon ça prendrait plus de 15 minutes. Et enfin, pour terminer, on a beaucoup parlé d'expérience. Et moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse, alors c'est un temps un peu court, mais à ce qu'on imagine comme étant l'expérience touristique française. Et si j'ose dire, la France, c'est un peu cette expérience touristique du monde très particulière. Il y a la vision française et il y a la vision internationale. La vision française, c'est une vision purement quantitative. 100 millions de visiteurs, plus de 4% de croissance chaque année, 7% du PIB, quelque chose que vous adorez, bien entendu, que tous les élus répètent à longueur d'assemblée. Et puis, il y a surtout la vision qualitative, qui est surtout celle qui intéresse les visiteurs. La France, c'est un pays où il y a beaucoup de progrès à faire en termes d'accueil, vous le savez, en termes de propreté, en termes également, par exemple, d'engorgement d'un certain nombre d'infrastructures. Je pense notamment au RER entre les grands aéroports et le centre de Paris. Et il y a un exemple, le Grand Paris Express, vous en avez déjà entendu parler. Ce n'est pas Hyperloop, c'est quelque chose de tangible. On est en plein dans sa construction. Il y a 68 gares qui vont être construites autour de Paris. Et dans aucune gare, il y a un grand projet touristique structurant. Personne n'a pensé qu'autour de ces gares, on allait développer les nouvelles expériences touristiques, des nouvelles formes de musées, des nouvelles formes d'hébergement touristique, ce qui montre que nous sommes, ce que Paul a dit tout à fait magnifiquement tout à l'heure, en situation encore de sous-gestion. On est incapable de se projeter dans un avenir qui est un avenir de demain, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Voilà, pour terminer, parce qu'il me reste 1 minute 40 secondes, je voulais vous dire aussi, c'est une dernière expérience dont je veux vous parler. Si on se projette vers l'avenir, on entend parler de l'overtourisme, on entend parler de l'effondrement, de la collapsologie. Petit hommage à notre ami Guillaume, qui a été moqué tout à l'heure. Donc, je te soutiens, cher Guillaume, si tu es dans la salle. Et c'est une expérience. On parle d'effondrement, les entreprises s'achètent une bonne conscience. Air France va planter des millions d'arbres. Le Canada devait planter 2 milliards d'arbres. Je rappelle qu'ils n'ont pas été plantés, qu'ils ont complètement disparu. C'est une dernière expérience pour voir concrètement ce qu'on fait de cette défense de la nature et de l'environnement et de notre capacité à nous projeter vers l'avenir. Donc je propose qu'il y ait une délégation des ET l'année prochaine qui, à travers le monde, partent chercher les endroits où on plante les arbres qui sont censés racheter nos émissions de pollués et nos émissions de carbone. On serait très surpris, en espérant surtout que ce ne soit pas en Amazonie
les forêts qui ont brûlé récemment avec Bolsonaro, celui qui a refusé d'accueillir notre ministre parce qu'il était chez le coiffeur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et il reste 20 secondes. Tu vois, je suis même en avance, cher Ludovic. C'est parfait, Brice. Merci beaucoup pour cette conclusion.